Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je n'ai pas rapetissé. En revanche, le téléviseur qui est à côté de moi est lui un petit peu plus grand que les modèles que je reçois d'habitude. Il s'agit d'un modèle 75 pouces, le X95L, vous avez sans doute compris. Il s'agit tout simplement de la référence mini LED de la série 2023 chez Sony, XR 75 X95L de son nom complet. On va se parler de ce produit dans le détail, les tests comme d'habitude, un sommaire pour vous déplacer dans la vidéo si vous le souhaitez. Et tout de suite, je vous propose de passer un petit peu au récap et aux caractéristiques techniques. Bien, petite information en préambule, avec ici cette vidéo de Costa Rica 4K, mais sans doute aussi avec d'autres. Mais lorsque je serai face à l'image, sachez-le, j'ai volontairement activé ici l'une des fonctionnalités qui est proposée sur les téléviseurs 2023 chez Sony, à savoir la fonction d'économie d'énergie. Ce mode d'économie d'énergie, vous voyez un petit peu l'abaissement dont il est question lorsque j'utilise le mode bas ou le mode haut. C'est une manière assez simple finalement de se mettre dans une situation un petit peu plus visuellement confortable, parce qu'on est dans une pièce où on passe tout simplement dans la pénombre, qu'on éteint les lumières et qu'on ferme les rideaux. Néanmoins, je tenais à vous le dire parce qu'effectivement, les images, quand vous allez me voir moi, ne sont pas les plus lumineuses de ce téléviseur, parce que de la ressource, il n'en manque pas. C'est tout simplement par souci de commodité. Si vous avez vu la vidéo du LG OLED G3, j'ai suffisamment galéré avec ce modèle pour essayer de vous livrer quelque chose d'à peu près propre. J'ai l'impression ici que cette fonction va me permettre de le faire. Regardez, si je le coupe là et que je reviens tout simplement sur la scène du début, hop, vous allez voir de cette boucle, encore une fois, de Costa Rica 4K. Bon, voilà, c'est complètement cramé. Donc moi, j'y vois encore très bien, y compris ici au niveau des nuages, mais comme je le disais, c'est par souci de commodité pour le plateau. Et puis surtout, regardez là, la consommation, elle est à 364 watts. 364 watts pour ce 75 pouces actuellement, 360. Et donc si j'abaisse ici, hop, je vais utiliser le mode bas. Hop, allez, normalement, on va rafraîchir en mode bas. Non, il l'a pas pris. Allez, lapin, voilà. Je passe à 166 watts. Alors évidemment, ça réagit de manière dynamique par rapport à ce que j'ai à l'écran. 166 watts. Et là, je baisse à 90 watts. Voilà, on a différentes tailles qui sont proposées, 65, 75 et 85 pouces. La technologie mini LED, donc il s'agit toujours d'une dalle LCD 10 bits 100 Hz qui est donc au niveau de son rétroéclairage alimenté par ces mini LED. Sachez juste que Sony ne communique absolument aucune information quant au nombre de mini LED ou au nombre de zones. Cette année, ce que nous a dit Sony lorsque je les ai rencontrés à Weybridge en Angleterre, c'est qu'on est désormais sur plus 30% de pic de luminosité en fonction des tailles et c'est plus 20% de zones de rétroéclairage, ce qui laissait donc espérer de belles choses sur cette gestion du blooming, notamment cette fameuse fuite de lumière, sur l'homogénéité de l'image aussi, sur l'intégralité du panneau, parce que la 75 pouces de diagonale, c'est quand même 1,90 m, c'est quand même pas rien. Aux commandes de cette dalle, on retrouve évidemment aussi le processeur. Il s'agit ici du fameux Bravia XR Cognitive Processor, deuxième génération. Et je rappelle effectivement aussi que ce Cognitive Processor intègre une multitude de traitements à l'intérieur. Et c'est en l'occurrence le fameux XR Backlight Master Drive qui est censé gérer ce rétroéclairage mini LED. Et cette puce, souvenez-vous, petit retour en arrière, même si elle porte le nom de processeur XR, en fait, c'est évidemment une puce Mediatek à l'intérieur, ce qui va m'emmener à différents points des caractéristiques techniques et différentes frustrations, parce que je rappelle qu'on est en 2023 et la puce qui est à l'intérieur, c'est une MT5895, comme vous le voyez ici, évidemment d'origine Mediatek. Ce n'est pas une Pentonic 1000 qui est visiblement réservée au Sony A95L, qui est le plus performant des modèles OLED, et le plus performant des modèles OLED, c'est un QD OLED avec une dalle donc Samsung Display, et il y a beaucoup de choses qui sont d'ailleurs réservées à ce A95L, y compris sur la partie gaming par exemple, et on va y revenir. Quoi qu'il en soit, cette puce, elle limite toujours ce modèle-là à 2 prises HDMI 2.1, Ultra HD, 120 Hz, VRR, Auto Low Latency Mode, FreeSync Premium.
mais 2 autres prises en HDMI 2.0 et c'est aussi seulement sur le A95L que vous allez retrouver de l'Ultra HD 120 Hz en mode Dolby Vision. Là-dessus, c'est du Dolby Vision 60 Hz en Ultra HD seulement. C'est regrettable et surtout que voilà, cette puce 5895, elle commence à dater quand même un petit peu. Je vous affiche là quelques captures d'écran avec les différences évidemment des 2 puces qui sont récupérées sur Wikipédia. Vous voyez bien que pour ce SoC, qui est un fameux système en chip qui intègre le CPU et le GPU, eh bien, il y a des différences de performance, il y a des différences de cadence. Et donc c'est vrai que de mon côté, j'aurais quand même bien aimé les retrouver, ces avantages, y compris sur ce téléviseur ici LCD à rétroéclairage mini LED. Et il me faut maintenant vous parler des tarifs de cette gamme X95L de Sony avec le 65 pouces qui est proposé à 2500 €, le 75 pouces que je teste ici est à 3700 € et le 85 pouces est lui à 4500 €. Ça reste des coquettes sommes évidemment, mais j'ai presque l'impression que Sony essaye de faire quelques efforts, évidemment pas face à du TCL ou à du Hisense par exemple, mais plutôt face à du Samsung, parce qu'effectivement chez Samsung il existe les fameux QN90C qui ne sont pas les plus haut de gamme sur les 4K mini LED, c'est le QN95C et le QN90C en 65 pouces, il est lui aussi proposé à 2499 €, 2500 €. Le 75 pouces, par contre, lui, il est proposé à 4199 €, alors que là, je suis à 3700 €. Et le 85 pouces, il est à 5500 €, là où Sony est à 4500 €. Donc on est à 5005, 4005. Je ne dis pas que le QN90C est du même acabit que ce Sony, puisque je ne l'ai pas testé, et on va voir ce qu'il en est pour ce modèle. Vous allez connaître les forces et les faiblesses de ce produit, mais on voit bien en tout cas déjà que par rapport à Samsung, la promesse avec un LCD mini LED, elle est là aux côtés du tarif. Mais évidemment, face à celui qui essaye de semer la zizanie dans tout ça, ou en tout cas de se faire sérieusement remarquer, à savoir TCL avec son C845. Attention, je ne vous parle pas du C945 qui, si ça se trouve, s'appellera 955, qui devrait être présenté à l'IFA, et on verra quand est-ce qu'il sort, et ça fixera la référence. Quoi qu'il en soit, c'est pas le 945 ni 955, mais le 845 qui était techniquement très prometteur, j'ai hâte de le tester aussi. Et bien lui, il est actuellement proposé en 65 pouces à 1300 €, en 75 pouces à 2000 € et en 85 pouces à 2500 €, tout ODR exclu. C'est-à-dire qu'en plus, chez TCL, on va retrouver des ODR, comme chez Samsung d'ailleurs, qui vont encore faire chuter le prix, parfois de 300 à 400 €. Je crois que le 85 pouces revient à 2099 € en ce moment. Enfin, c'est une vraie boucherie. Allez, on passe à l'ergonomie de ce X95L. Bon alors tenez-vous bien, parce que ça va pas être la fête pour tous les chapitres de cette vidéo. Je rappelle que vous avez le sommaire, évidemment, dans cette vidéo pour vous déplacer dans les différents chapitres, mais celui qui concerne l'ergonomie matérielle, fait partie clairement des très très bonnes choses. C'est sûr que Sony, c'est la marque japonaise qui affiche systématiquement une tendance plutôt très conservatrice. Dans la conception de ses produits, c'est toujours très sobre. Mais alors, qu'est-ce que c'est bien fini ? Qu'est-ce que c'est très très bien fini, très très bien dessiné. À l'arrière, il y a tout ce qui va bien avec ces caches, alors que j'ai enlevé, mais des caches ici noires qui vont vous permettre de retrouver cette structure un petit peu comme ça en carré, dessiné, imprimé. Des caches qui vont vous permettre de tout planquer, la connectique, le pied, tout ça, c'est vraiment très 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 sympa. Là-dessus, aucun doute sur le fait que le constructeur ait réalisé un beau produit. Là, il y a vraiment, j'ai vraiment pas de doute là-dessus. Une dalle qui est certes épaisse parce qu'il y a du rétroéclairage mini LED, et je ne serais pas surpris encore une fois que le constructeur ait pris certaines précautions pour éviter que le téléviseur chauffe. Mais on a des bordures qui sont fines, on a des matériaux ici sur le côté façon un petit peu alu brossé qui sont très très jolis. On a des pieds ici qui sont des pieds bâtons à 3 positions. Ici resserré, je vais même vous prendre la mesure des pieds qui sont juste là. On a une dimension qui est de 55 cm, ce qui va vous permettre donc 55 cm, et vous allez pouvoir positionner donc ce 75 pouces qui fait 1,67 m de large, avec effectivement seulement ici à peu près 3 cm sur le bas de la dalle et 5 cm sur le bas de l'écran et 5 cm sur le bas de la dalle. Donc vous allez pouvoir positionner ce bestiau sur un meuble plutôt
étroit. Et si jamais vous avez une barre de son, eh bien vous avez une autre position qui vous permet cette fois-ci de surélever. Donc, je ne sais plus si je les ai toutes données, mais on a position centrale basse, position large basse. Si jamais d'ailleurs vous avez une barre de son très très fine, vous allez peut-être avoir suffisamment de place pour la caler, ça j'en suis vraiment moins sûr. Mais en tout cas, vous allez ensuite avoir la position surélevée, ce qui va vous permettre tout simplement de positionner cette fois-ci votre barre de son en dessous. Et en plus, je vous l'ai dit, c'est une marque qui a ce petit côté conservateur. Et donc du coup, eh bien, Sony livre encore 2 télécommandes. Ah bah du coup, ça fait du plastique. Ah, ça c'est clair qu'on se retrouve avec 2 télécommandes. Mais voilà, pour celui qui, comme moi par exemple, eh bien, aime bien encore avoir ces touches numériques pour changer directement de chaîne sur la TNT par exemple, eh bien c'est toujours là. Et ensuite, pour ceux qui utiliseront le P+, et le P- par exemple, ou qui utiliseront la télécommande de leur box internet, de leur player TV pour changer de chaîne, eh bien eux pourront utiliser cette télécommande-là. D'ailleurs, de toute façon, vous pouvez l'utiliser pour les deux, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une télécommande avec cette finition un petit peu alu, avec du rétroéclairage. Voilà, merci Sony. Merci, sur du premium, on a 2 télécommandes, dont une qui est rétroéclairée et Bluetooth évidemment avec le micro pour piloter Google Assistant. Mais voilà, là il y a tout. Donc vraiment cette partie ergonomie, eh bien, fait clairement partie des gros points positifs de ce téléviseur. Mais vous allez voir qu'il y a des choses qui coincent. On va embrayer tout de suite sur la partie qualité de l'image. Bien, pour vous parler de la qualité de l'image, je vais aller chercher sur la clé USB la boucle du labo de Jay, cette fameuse boucle sur cette Mustang. Tout ça pour vous dire en fait que j'ai eu envie, je me suis dit tiens, ça peut être marrant, j'en parle assez rarement, des players qui sont intégrés dans les téléviseurs. Et là, sur ce modèle-là, ça bouffe tout. C'est-à-dire que non seulement, de toute façon, on est sur du Google TV, donc on pourra aller télécharger l'application qui va bien, mais le player déjà qui est intégré à l'intérieur mange tout. Et donc, bah, voilà, on va lancer cette boucle Dolby Vision, téléchargée sur le site du labo de Jay. Vous irez voir la qualité de l'image. Quand on la voit comme ça, on se dit c'est quand même très très cool. Moi, je suis plutôt de nature enjouée. J'essaye de voir plutôt les bonnes choses dans les produits. Et puis, bah, vous le savez que quand il y a un truc qui m'agace, j'appuie fort dessus. Les systèmes d'exploitation, les fameuses publicités partout dans les Tizen OS et dans les WebOS, vous le savez que ça m'agace, j'y reviens longuement. Et là, sur ce Sony, eh bien, d'une certaine manière, passez-moi la rime, mais c'est un peu le jour et la nuit. D'abord parce qu'il y a plein de choses qui sont géniales. On retrouve tout le savoir-faire de Sony, cette justesse dans le traitement, dans la fluidité, dans ce qu'on attend vraiment de l'image, dans certains repères que l'on a aussi au quotidien, les tons chers, un visage humain, évidemment, les grains de peau, les reflets de certains objets, la nature même de certains objets, le découpage d'un avant-plan qui est net, qui nous attire l'œil, et de l'arrière-plan qui est un petit peu plus flou. Tout ça, c'est un petit peu les arguments marketing qui sont régulièrement mis en avant, y compris dans les différentes surcouches de traitement de ce processeur, mais qu'on retrouve de manière naturelle. En fait, on ne se pose pas de questions. On est devant la télé et puis bah, ça marche. De la même manière que quand on a une scène comme ça où ça bouge, eh bien, on ne note pas de vraies saccades. Voilà, tout va bien. Vraiment, encore une fois, il y a cette justesse qui est là, mais attention, quand j'ai testé le G3, j'ai eu les 2 téléviseurs exactement au même moment, et LG commence à se rapprocher très très sérieusement aussi de ce que font ces constructeurs historiques, que sont Sony, Panasonic, et même TP Vision aussi, qui est très fort aussi avec son processeur P5. Et donc on a évidemment cette touche Sony qui fait plaisir. Je l'ai dit, c'est une boucle technique, c'est une boucle qui est lue depuis une clé USB, mode Dolby Vision. Donc voilà, Dolby Vision lumineux, Dolby Vision sombre, vous voyez bien que déjà il se passe quelque chose, mais attention, si je désactive l'économie d'énergie, vous allez le voir, hop, je vais revenir un petit peu sur le passage où effectivement on arrive dans le champ. Déjà là, vous devez voir que franchement ça pète beaucoup plus puisque je n'ai pas touché au réglage caméra. Voilà, là, si je le laisse en mode économie d'énergie, non, vous voyez bien qu'on a une ressource. Là, je le mets en mode haut, bas, non. Là, il est coupé. Mode bas, ce que j'utilise depuis tout à l'heure. Mode haut, donc économie d'énergie la plus importante. Et là, si j'utilise le Dolby Vision sombre et qu'en plus, eh bien, j'active l'économie d'énergie au maximum, vous voyez bien qu'on a quand même bien éteint la lumière, bien éteint la dalle. Tout ça pour dire qu'il y a cette ressource technique dans le téléviseur qui produit une belle image
même s'il est vrai que Sony nous a dit qu'il intégrait dans ce modèle-là même un nouveau filtre anti-reflet, eh bien, moi j'ai trouvé que c'était pas foufou. C'était pas foufou. J'ai des angles de vision qui ne sont pas géniaux, y compris lorsque la pièce est dans le noir. On a quand même, l'image s'éteint quand même pas mal. Ma fille, qui pourtant n'a rien d'extrêmement technique dans son profil, mais qui voit passer beaucoup de téléviseurs, et a fortiori, elle a vu l'OLED G3 au même moment que ce X95L, et donc forcément sur les angles de vision, l'OLED, eh bien, ça éclate tout. Eh bien, elle s'est dit, tiens, c'est bizarre, il y a comme un filtre un peu gris. Et là, typiquement, oui, je vois en permanence toujours ce petit filtre qui est appliqué. Et ça, c'est dans des conditions lumineuses maîtrisées, à savoir dans la pénombre, et dans des conditions lumineuses de plein jour, je le rappelle, baie vitrée ici exposée plein sud, eh bien, on a vraiment beaucoup de reflets. Donc là-dessus, eh bien, c'est un petit peu dommage. Alors heureusement, il y a de la ressource lumineuse vraiment pour venir compenser tout cela, mais les reflets, voilà, j'ai connu mieux, en tout cas sur des téléviseurs LCD, mais comme je l'ai dit, y compris dans la vidéo de LG et dans de nombreuses vidéos d'ailleurs, même les LCD se mettent à briller de plus en plus. Ce qui m'a aussi pas mal perturbé un petit peu, peut-être parce que c'est un 75 pouces, et pourtant les téléviseurs, je les installe régulièrement sur une table à ma hauteur, donc là c'est une table qui a environ 90 cm de hauteur, un peu moins, et le canapé qui est installé en face, et bien les angles de vision, lorsqu'on est installé comme ça un peu plus bas, sous-entendu si vous l'accrochez au mur, eh bien là aussi il y a de la perte sur la qualité de l'image, donc voilà, ça fait partie des petites déceptions que j'ai pu éprouver sur ce téléviseur. Et ça, je pense que, en fait, je me demande si c'est pas essentiellement valable sur le 75 pouces. Et c'est là que ça serait intéressant que Sony s'exprime sur le nombre de zones et le nombre de mini-LED, parce que ça nous permettrait de savoir à quoi s'attendre. Et là, on ne sait pas, puisque j'en ai pas d'autres. Quand j'ai fait la vidéo à Londres, on avait été alerté, et d'ailleurs Sony l'avait reconnu, le X95K était un modèle qui n'était pas génial. Voilà, clairement, luminosité et maîtrise des zones de rétroéclairage, c'était pas foufou. C'est pour ça qu'ils nous ont dit, on booste la luminosité, plus 30% pour le pic lumineux en fonction des modèles, et on améliore de 20% le nombre de zones de rétroéclairage. On augmente de 20%. Le vrai sujet, c'est que même s'ils ont fait ça, dans les faits, on voit pas de... Enfin, effectivement, sur place, je me suis dit, c'est mieux, parce que j'avais les deux télés comparées, mais de mémoire, c'était deux 65 pouces, et là, sur le 75, c'est pas foufou, quoi, c'est pas foufou. Et donc, pourquoi j'en viens à cela? Parce que je pense qu'on est là sur un produit qui s'exprimera vraiment différemment une fois qu'il aura été calibré et que la luminosité globale, enfin que la ressource globale de ce téléviseur aura été un petit peu appréhendée et un petit peu mieux maîtrisée. Je pense que là-dessus, Sony s'est un peu pris les pieds dans le tapis. On va évidemment se parler du résultat des mesures et tout ça, vous allez voir que c'est pas non plus complètement déconnant dans l'ensemble. Mais là, voilà, là je pense qu'on a la plateforme technique et il y a un truc qui manque. Chez TCL, pour en revenir à cette marque, on avait la plateforme technique, une bonne maîtrise du mini-LED sur le C935 en l'occurrence, mais un processeur qui était un peu à la ramasse. Là, le processeur va bien, l'intelligence, tout ça, c'est très très bien, et ça coince un peu, cette fois-ci, sur la technicité, le rétroéclairage, etc. Donc voilà, si je devais résumer un petit peu mon propos sur cette partie qualité de l'image, pourquoi j'avais commencé à dire que c'est un petit peu le jour et la nuit, ou que ça souffle le chaud et le froid si vous voulez, mais on a, voilà, un truc, ça c'est beau, ça semble très très naturel, même si encore une fois, j'ai l'impression, peut-être parce que je sors du G3, mais j'ai l'impression qu'il y a ce film-là qui opacifie un petit peu l'image. J'aurais vraiment aimé pouvoir le calibrer, j'aurais vraiment aimé, là je sais que Cédric Louis est en pleine tournée calibration, mais il m'a dit qu'il ne pourrait pas passer, enfin il est surchargé de boulot, donc c'était bien trop court, mais j'adorerais voir ce que ça donne, parce que je pense que c'est juste... Est-ce qu'on peut se parler de négligence ou en tout cas peut-être d'un truc qui n'a pas été fait et que je regrette un petit peu quand même parce que je pense vraiment que la plateforme technique est très très solide sur ce X95L. Regardez un peu là, c'est très très riche en détails, j'espère qu'on les voit. Il y a vraiment une plage dynamique, il y a une capacité qui est là dans les basses lumières, dans les hautes lumières, qu'il faudra sans doute peut-être aussi maîtriser par certains moments. Mais voilà, c'est un bon téléviseur, mais qui demande encore à être amélioré pour être à la hauteur, tout simplement, d'un LCD mini LED haut de gamme. Voilà, pour résumer, c'est ça. C'est une bonne télé,
mais qui n'est pas à la hauteur de ce que j'en attendais par rapport à ses prétentions, par rapport à ce qu'il est censé reproduire. C'est du Sony, c'est du mini LED, et a fortiori, c'est un 75 pouces haut de gamme. Donc, bon, voilà, vous m'avez compris. Et pour pousser un petit peu plus loin et continuer d'illustrer mon propos sur ce fameux processeur, regardez là, sur une image TNT. Alors, c'est sans doute un reportage avec une bonne qualité d'image, mais c'est de la TNT, c'est Arte. Je suis sur un 75 pouces de diagonale, j'ai le nez collé à l'écran et le rendu est très satisfaisant. C'est très propre. Donc là encore, avec le tuner TNT, le processeur semble bien faire le job. Donc voilà, franchement, vous avez tout compris. Hein. Alors, dans mon propos et mes inquiétudes quant à ce manque de mini LED, de zone, de rétroéclairage, etc., je le vérifie là. Certes, je suis sur le côté, mais ici, autour de la goutte là, j'ai un halo lumineux. Là, un peu moins, légèrement ici, sur la partie gauche de l'écran pour vous. Là, à nouveau, ça brille encore un petit peu. Alors attention, il faut relativiser. On est là sur un 75 pouces. Je suis installé sur le côté. Quand on a un téléviseur aussi grand, on va prendre du recul. On sera plutôt globalement en face. Mais ça traduit, une nouvelle fois, je pense, justement, peut-être un manque de précision, un manque de dosage, tout simplement, de nombre de zones, de nombre de mini LED. Après, quand on est là-dessus, ça se comporte évidemment beaucoup mieux et bien sûr, n'oubliez pas que ce propos, je vous le partage alors que je suis aussi en mode économie d'énergie. Si je coupe l'économie d'énergie et que je reviens sur la scène que j'étais en train de regarder, l'effet de blooming va être d'autant plus important. En revanche, quand on est là-dessus, c'est quand même très joli. On va embrayer sur la partie résultat des mesures, comme d'habitude, c'est la voix off qui va vous en parler. Ça va peut-être nous permettre un petit peu de comprendre un petit peu plus en détail ce que ce X95L a dans le ventre. C'est parti, on bascule, résultat des mesures. Concernant les résultats des mesures, je rappellerai que Sony ne propose pas de mode filmmaker. En revanche, il propose une multitude d'autres options et de configurations de l'image avancée, idéales pour les plus initiés qui souhaiteraient personnaliser leur image. Je reviendrai là-dessus dans la partie ergonomie logicielle. N'oubliez pas également que le constructeur propose son Netflix Calibrated Mode qui complète là aussi les modes Dolby Vision lumineux et sombre ou encore l'IMAX Enhance. Passons au résultat en mode cinéma, celui que vous utiliserez sans doute le plus souvent au quotidien. Commençons par la fidélité des couleurs sous l'espace colorimétrique Rec 709. Une première vague d'une 60aine de mesures et un résultat très honorable avec un delta E moyen mesuré à 2,77. Toutefois, les premières mires évaluant l'échelle de gris traduisent une dérive colorimétrique manifeste sur le blanc. Un delta E à plus de 5 pour le blanc à 100% en raison d'une calibration trop rouge, comme l'atteste d'ailleurs cette seconde mesure où on note que le bleu est très en retrait. Des dérives confirmées par les mesures de température moyenne des couleurs, trop chaudes, relevées à 6098 K contre les 6500 K de référence. Le delta E moyen pour l'échelle de gris est de 2,9. Côté gamma, ça se passe bien avec un résultat de 2,39 et une courbe assez proche du tracé de référence. En d'autres termes, si jamais vous souhaitez rééquilibrer un peu les couleurs, boostez un peu le bleu sur ce téléviseur. Pour vos contenus en HDR, les résultats des mesures sous l'espace colorimétrique DCI-P3 sont bons et tentent à montrer que Sony a plutôt bien travaillé sa copie. En tout cas, si on en croit les relevés sur les mires. Le delta E moyen est mesuré à 1,09, ce qui est naturellement excellent en sortie de boîte. Néanmoins, je reste convaincu qu'outre ces mesures, une calibration permettra de mieux exploiter la dynamique de la dalle sur l'intégralité du volume colorimétrique. Et quitte à parler de cela, justement, ce 75 pouces assure une couverture colorimétrique de l'espace Rec 709. 99% et DCI-P3 à environ 96%. Pas de record donc, mais un bon résultat et c'est idem avec un espace colorimétrique BT2020 qui est ici assuré à 75%. En revanche, on note en HDR les mêmes dérives pour le blanc avec une dominance du rouge. Les courbes EOTF et luminance sont elles aussi pénalisées dans l'affaire et ce téléviseur a tendance à maîtriser sa luminosité en lissant la montée en puissance et ce n'est sans doute pas plus mal pour éviter de cramer les hautes lumières.
De la ressource, ce X95L n'en manque pas. J'ai mesuré un pic de luminosité à 1431 nits à 10% et une belle luminosité à 100% de 600 nits. Comme nous l'avons vu au début de cette vidéo, la consommation de ce 75 pouces peut dépasser les 360 watts en fonction des contenus et en mode cinéma. Elle peut être naturellement sérieusement abaissée grâce à ces modes éco, mais attention à ne pas en abuser car comme nous l'avons vu, cela éteint beaucoup l'image. Côté taux de contraste, j'ai procédé à 35 mesures d'une mire à damier qui alterne le blanc et le noir pour un résultat de 3395 pour 1 si j'en crois ma sonde, et ce n'est pas terrible. Dans cette configuration, la luminosité mesurée sur le blanc est étrangement trop faible et le résultat s'en ressent. Sachez aussi que l'uniformité de la dalle me pose quelques soucis que j'ai d'ailleurs pu remarquer en réalisant les mesures. La mire dédiée qui se présente sous la forme d'un grand aplat blanc découpé en 35 zones est clairement dégradée dans les coins et des bords de ce grand téléviseur. Naturellement, le défaut ne sera pas aussi perceptible avec vos contenus, programmes TV et films, séries, etc. Mais la sonde ne manque pas de pointer des écarts parfois significatifs avec un delta de 5,6 par rapport au point central de l'écran. De bonnes nouvelles en revanche pour conclure, le mode IMAX Enhanced est lui aussi bien calibré avec un delta E moyen relevé à 1,51 et belle performance aussi pour le mode jeu qui affiche un delta E moyen à 1,4 et justement si je vous parlais maintenant de mes impressions en mode jeu. Je le rappelle que ce téléviseur, il y a deux prises HDMI 2.1, là je suis sur la HDMI 3 qui permet de faire de l'Ultra HD à 120 Hz comme vous pouvez le voir. J'ai ici, dans les détails, il me dit « Ok, t'es bon pour 60, t'es bon pour 120. » Là, le Dolby Vision, ou pas. Donc, on se dit « Ok, très bien, pour les films, je gère le 24, le 50, le 60. Je gère le HDR10, plutôt cool, pas de souci. » Sauf que, quand on va dans les modes vidéo, eh bien ici, on se rend compte qu'on n'a pas la fréquence d'actualisation variable, le fameux VRR. Et pour en disposer, eh bien, il faut aller dans les paramètres. Ça, c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé. Et ça, à la limite, c'est seulement si vous êtes effectivement nouveau chez Sony qu'il faudra aller penser à y jeter un petit coup d'œil. On est là dans les entrées externes et on va retrouver un truc qui s'appelle format du signal HDMI. Je suis sur la prise 3 et de base, votre téléviseur, il arrive en format standard. Alors de base, je vous le dis, il faut tout de suite changer ça pour le moins en format amélioré. Sauf que ce format amélioré, qui va me permettre d'afficher des images 4K en privilégiant la qualité de l'image comme il est mentionné ici, eh bien, il n'active pas le VRR. On va se rendre ici sur format amélioré VRR, je vais l'activer, je vais quitter tout ça, et on va voir que l'impact va être instantané. Je devrais avoir ici, si je reviens dans mes paramètres, hop, option d'affichage, mode vidéo, vous voyez, j'ai désormais ici la fréquence de rafraîchissement variable qui est disponible. Il en sera de même sur la partie PC. Là, je vous le montre parce qu'en plus, eh bien, c'est visuel. Sur la Xbox, on a tout de suite la petite case qui est cochée. En revanche, là où ça ne va toujours pas, eh bien, c'est que je n'ai pas ici de Dolby Vision. Voilà, c'est pas comme chez LG, par exemple. Alors oui, Samsung aussi, par exemple, ne prend pas en charge de Dolby Vision. Mais là, néanmoins, eh bien, vous serez sur de l'Ultra HD à 120 Hz avec le VRR. Ça, c'est une configuration, on va dire, qui va plutôt bien, parce qu'entre le Dolby Vision et le HDR10, voilà, en fonction des titres déjà qui seront disponibles en Dolby Vision, bon, c'est que ça court pas les rues. Arrêtez-moi si je me trompe, hein, encore une fois, je suis plutôt joueur VR, moi, désormais. Mais voilà, donc on a cette configuration qui est là, une des configurations possibles. Et si jamais, eh bien, je veux encore changer un petit peu la donne, je retourne dans mes paramètres, chaîne et entrée, entrée externe, hop, format du signal, je retourne sur ma prise 3 et je vais cette fois-ci activer le format amélioré Dolby Vision. Hop, on revient, on va retourner à nouveau dans les paramètres et on va voir ce qui s'est passé. Cette fois-ci, le téléviseur a switché en 1080p à 60. Je peux aller chercher de l'Ultra HD. Il va me dire conserver la définition. Donc je peux aller chercher de l'Ultra HD en 60 Hz. Je vais voir que désormais, eh bien, j'ai le Dolby Vision, mais c'est, attention, uniquement pour de la 4K à 60 Hz. Je ne suis pas sur de l'Ultra HD 60 Hz, ce qui devrait être le cas, comme je le disais tout à l'heure, pour le A95L qui a lui un autre processeur et donc du coup une plateforme plus récente.
Je n'ai plus non plus l'Ultra HD à 120 et ça, vous allez le voir, si j'essaye de basculer à 120 Hz, le téléviseur ne va pas me proposer cette fois-ci de garder la fréquence d'image, mais il va me proposer d'adopter la nouvelle résolution parce que vous allez le voir, il va basculer en 1080p à 120. Et oui, et là, dans les modes vidéo, j'ai certes le Dolby Vision de cocher, mais je n'ai plus le VRR et je n'ai plus non plus le mode latence faible automatique, le fameux input lag. Ça fait quand même pas mal de concessions à faire. J'ai quand même envie de dire que si je devais vous recommander quelque chose, ce serait plutôt de prendre autre chose. Non, si vous êtes joueur, bon, peut-être en même temps, voilà. Donc, je vais plutôt vous recommander d'utiliser ce format amélioré VRR, ce qui va vous donner, en tout cas, c'est moi le mode que j'ai opté et ce qui me permet d'aller en Ultra HD à 120. Vous voyez, on n'est même pas sur du QMS. Hein. Je vous ai mis encore une fois, vous allez avoir le lien dans la description sur les tests du OLED C3 et de l'OLED G3 qui avait le fameux QMS qui était le Quick Media Switching qui permet de basculer d'une chaîne par exemple TNT à sa console avec le mode VRR sur du 120 Hz activé dans un temps quasi nul. Enfin, c'est un temps de latence très faible au moment où ça switch. Là, on a encore ce passage au noir par l'interface qui est encore assez dominant. Donc voilà, typiquement là sur Forza, on va pas se mentir, ça reste quand même très joli. Il y a beaucoup de détails, il y a une belle fluidité d'image, il y a une bonne ressource lumineuse pour faire tout ressortir dans les jeux. Et d'ailleurs, sachez-le aussi que cette année, avec ces modèles de 2023, arrive le fameux Game Menu, hein, l'équivalent d'une Game Bar que l'on va retrouver chez Samsung ou chez LG. Alors, il porte parfois le nom de Game Bar, parfois le Game Optimizer. Voilà, bon, grosso modo, vous allez avoir quelques informations. J'ai effectivement ici l'égaliseur de zones sombres. Hein. Je ne sais pas si on le voit bien passer, mais en fait, vous voyez que là, les zones qui sont un petit peu sombres dans l'image, donc tout ce qui est teinte sombre, a tendance à popper, mais du coup, ça rehausse tout le reste. Ça, c'est sans doute pour des jeux, des titres qui se passent un petit peu dans l'obscurité, si jamais vous voulez identifier vos ennemis dans des zones un peu planquées. L'apparition ici d'une mire crosshair au centre de l'image. Et ensuite, voilà, là, ici, on fait apparaître la mire et ensuite, on choisit ici différentes mires. Et à savoir aussi que ce X95L n'est pas concerné par d'autres améliorations du mode jeu qui apparaissent cette année en 2023. Là encore, uniquement sur le A95L, lié sans doute à sa puce ou sans doute tout simplement par le fait que Sony s'est dit, voilà, vendez du A95L et on vous donne tous les arguments. Bon, bref, voilà, je regrette encore une fois que le positionnement soit ainsi. Mais quoi qu'il en soit, le A95L va proposer aussi en plus une sorte d'affichage multi-view qui va vous permettre d'avoir votre jeu d'un côté, une application d'une autre, par exemple un tuto YouTube si jamais vous êtes coincé dans un jeu. Et puis, il va aussi avoir la possibilité de réduire la taille de l'image. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu débarquer tout d'abord chez Samsung, même avec des affichages en mode 21/9, en mode 32/9. Ça commençait à créer des vues très larges, notamment lorsqu'on joue sur PC où on peut ajuster la définition de l'image. On va pouvoir vraiment récupérer du champ de vision sur les côtés qu'on a peut-être plus envie d'avoir sur une très grande télé. Quoi qu'il en soit, on peut effectivement réduire cette taille de l'image cette fois-ci lorsqu'on va jouer plutôt à un titre FPS, qu'on veut avoir l'image que sur une portion pour vraiment avoir tout dans son champ d'action, mais ce n'est pas disponible sur ce modèle et c'est vraiment regrettable. Et puis vous avez peut-être remarqué cette autre fonction qui est juste là, qui s'appelle réduction du flou de mouvement. Pour en profiter, il faut désactiver le VRR puisque le Variable Refresh Rate va travailler sur sa plage haute et basse, va se déplacer comme ça entre les deux et va faire en sorte que la source soit synchronisée avec l'afficheur. Là, l'idée, c'est que vous souhaitez prendre la main parce que vous constatez qu'il y a un truc qui ne va pas. Et vous vous dites, ok, je vais l'utiliser à ma manière. Vous avez ici, il est désactivé. Si jamais vous l'activez, vous devez commencer à le voir. On a au début, sur les deux premiers modes, là, peut-être que vous n'avez pas noté de baisse d'intensité lumineuse, mais moi, ça a bel et bien été le cas. Et là, c'est quand même, quand on est en mode élevé, c'est vraiment beaucoup plus important. Ça atténue vraiment beaucoup l'image. Non, basse, moyen, élevé. Et en fait, c'est tout simplement la dalle qui doit d'elle-même appliquer des fréquences de rafraîchissement. J'ai pas d'information. Voilà, si je fais ça, j'ai pas d'information. Là, il me met toujours Ultra HD 120. Pareil, Ultra HD 120, pareil, Ultra HD 120. Donc, je n'ai pas plus d'infos sur ce qui se passe réellement, sur les plages de fonctionnement. Je pense qu'elle fait quelque chose, mais
Voilà, je vois pas par rapport au défilement des voitures, mais voilà, du coup, ça atténue quand même pas mal la luminosité. Hop, je vais chercher ma Game Bar, je vais mettre la réduction de la luminosité en mode élevé, tout en sachant que, effectivement, j'ai en plus les modes économie d'énergie, donc j'étais en bas. Si je le coupe, il ne se passe pas grand-chose. Si je l'augmente, ça devient vraiment illisible. Donc là, j'ai désactivé le mode économie d'énergie du téléviseur et je bascule cette fois-ci, je coupe le mode de réduction de flou de mouvement et vous voyez que là, on est vraiment sur une grosse ressource lumineuse. Moi, j'y vais très bien encore. Pour vous, ça commence à être n'importe quoi dans le ciel. Moi, j'y vois encore très bien. J'ai pas de souci avec les détails dans les nuages. Et donc, si je réactive cette fois-ci le VRR, on va rester sur tout de même une belle image. On va passer à l'input lag. Alors, on va terminer cette partie jeu vidéo avec une mesure d'input lag. Vous allez voir, ça va être drôle. L'input lag, sachez-le, ce n'est pas le temps de latence de la dalle. Il s'agit du temps de latence qu'il y a entre du retard à l'affichage qu'il y a entre le moment où la prise HDMI reçoit un signal et le moment où elle l'affiche. Il y a ensuite la latence de la suite de la chaîne. Si jamais vous utilisez une manette sans fil, qu'il y a beaucoup de latence avec la console ou avec votre PC, etc., ça viendra en plus s'ajouter à cela. Là, on est vraiment sur la latence à l'intérieur, le retard à l'affichage à l'intérieur du téléviseur. Ce qui n'est pas le temps de latence de la dalle, le fameux taux de rafraîchissement de l'écran ou les fameux, vous savez, ces fameux millisecondes que l'on connaît sur un téléviseur LCD. J'en parle pas sur les téléviseurs OLED parce que, eh bien, il n'en a pas. Hein. Le LED étant auto-émissif, dès qu'on lui envoie un courant, il s'allume. Et donc, on n'a pas ce sujet-là. Mais sur les technologies des dalles LCD, on peut avoir de la latence aussi, mais je n'ai pas ce qu'il faut pour la mesurer. Et là, déjà, voilà, tout de suite, vous pouvez le voir qu'on n'est pas du tout en présence d'un record. Je suis à 23,2, on va dire 22 millisecondes, hein, ça va se stabiliser, voilà, 22 millisecondes, je peux descendre même à 21,6, bon, voilà, ça s'est stabilisé à 22 millisecondes. 22 millisecondes. On est effectivement au-delà d'une image de retard, bon, c'est pas énorme, hein, on est d'accord, hein, c'est pas complètement fou, mais en tout cas, c'est pas au niveau. C'est pas au niveau de ce que fait Samsung, c'est pas au niveau de ce que fait LG, c'est pas au niveau non plus de ce que fait un TCL. Chez les derniers de chez LG, vous les avez vus, on est en deçà des 10 millisecondes lorsqu'on active ce fameux renforçateur ce fameux, ouais, c'est ça, renforçateur du retard à l'affichage. Et donc, du coup, on est à 9,1 ou 9,5 millisecondes et puis on est en dessous de 13 millisecondes en mode normal. Et c'est pareil chez Samsung, on est aux alentours des 10 millisecondes. On verra ce que ça donne avec les modèles 2023. Et pour autant, regardez, je suis bien encore. On va aller chercher ces fameuses entrées et sorties. Voilà, entrée externe, format du signal HDMI. Je suis bien avec mon format VRR. Hein. Il est là, hein. Je n'ai pas touché. Et pour le confirmer encore une fois, je vais retourner. Je suis bien en mode jeu. J'ai bien mon HDMI 3 ici qui est sélectionné puisque c'est la console. Lorsque je presse sur ma touche ici, je retrouve VRR, oui. Et on est, vous allez le voir, tac, hop, à 23, effectivement, donc avec ce temps-là. Si je le coupe, qu'est-ce qui se passe? Le téléviseur applique un peu moins de réglages. Est-ce que ça change? Voilà, on arrive désormais, on a eu presque espoir, on est passé à 14,8. Là, il devrait se stabiliser aux alentours des 17 à peu près, puisque effectivement, le moins on applique de traitement à l'image et plus rapide est bien, le temps de transition entre la prise et la dalle. Donc on est à 17,6 millisecondes parce qu'on a effectivement désactivé le VRR. Si je vais chercher dans les fonctions de réduction du flou de mouvement, comme je vous ai mentionné juste avant, ça ne change absolument rien, si ce n'est qu'effectivement, ça va éteindre un peu la dalle. On retourne aux alentours de ces 20 millisecondes. Voilà, là je suis en moyenne. Bon, voilà. Bon, grosso modo, là-dessus non plus, il n'y a clairement pas de performance de la part de Sony. Regardons rapidement quand même s'il n'y a pas un truc à faire. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là-dedans? Non, il n'y a rien. Ah, peut-être le mode économie d'énergie. Est-ce que le mode économie d'énergie provoque cette latence des fois que... Je vois pas pourquoi. Mais non, absolument pas. Absolument pas. Absolument pas, si ce n'est que juste, du coup, on retrouve effectivement de la ressource. Capteur de luminosité. Quel serait le truc qui pourrait poser problème? Aucun. Aucun, je ne vois pas. Voilà, je pense que vous l'aurez compris, ça me peine beaucoup. Le constat est douloureux pour moi sur cette partie gaming, a fortiori surtout quand on s'appelle Sony, accessoirement, mais du coup, pour moi, c'est pas un téléviseur que je vais vous recommander pour ces
Capacité gaming, ok, une fois qu'on a fait le réglage, si on est uniquement sur une console, qu'on ne va pas multiplier les expériences entre sa PlayStation, entre son PC, entre sa Xbox, et qu'on est prêt à se prendre un petit peu la tête, vous voyez qu'on n'est ni sur une Game Bar ultra évoluée, bon, c'est un petit peu le strict minimum, j'ai envie de dire. 2 prises HDMI 2.1, un mode Ultra HD 120 qui va bien, des ressources lumineuses qui sont tout à fait intéressantes pour le jeu avec une belle polyvalence. Mais c'est tout, quoi. C'est pas là-dessus qu'ils font la différence et c'est dommage, parce que c'est Sony. Voilà. Allez, on embraye, ergonomie logicielle. Bon, et bien, histoire de ne pas se quitter sur cette longue tirade qui, effectivement, n'est pas très en faveur de ce X95L, on va se parler maintenant de cette ergonomie logicielle. Et alors ça, je vous le dis régulièrement, c'est sans doute l'un de mes systèmes d'exploitation préférés. Non pas uniquement Google TV, qui certes est très très fluide. Là-dessus, il n'y a aucun sujet. Ça marche bien, ça va vite, mais c'était le cas déjà aussi sur le TCL, qui d'ailleurs utilisait une puce Mediatek aussi, c'était exactement la même, donc ça va vite. C'est riche en propositions de contenu. Ok, de la même manière que chez LG et Tizen, on a cette partie-là qui va nous proposer de regarder du contenu. Vous avez ces 3 petits points-là, vous voyez, il y a 3 contenus comme ça qui sont proposés. J'ai mis mes comptes sur ce téléviseur. Sachez déjà qu'au moment de la configuration, tout se passe très bien parce qu'on utilise son smartphone, ça partage les identifiants de la connexion Internet, les identifiants des applications, et très vite, on se retrouve avec un téléviseur qui est prêt à fonctionner. Et ensuite, eh bien, on a l'accès à un premier niveau d'info qui est effectivement la source jeu, puisque c'est la dernière source utilisée, qui est effectivement la console de jeu. Maintenant, elle est éteinte. J'ai de la suggestion de contenu, mais par rapport à WebOS, qui effectivement me proposait des choses qui ne m'intéressaient pas du tout, jusque dans du YouTube avec des chaînes, mais alors genre du poète-poète qui ne m'intéresse pas du tout, là, déjà, je suis déjà plus sur des contenus qui m'intéressent. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est allé en plus piocher dans ce que je peux regarder sur mon smartphone, etc. Mais là, ça colle complètement. Bon, Shazam, voilà. Mais effectivement, c'est déjà de l'univers d'ici, donc c'est du contenu que je peux regarder. Pareil pour les Gardiens de la Galaxie. D'ailleurs, tous ces films-là, par peut-être celui-ci, je les ai vus. Mais ça, j'ai vu, Kingsman, j'ai vu, etc. Voilà, ensuite, on a les applications qui sont installées sur le téléviseur. Attention, je n'ai pas la possibilité ici directement de reprendre le visionnage d'un contenu qui a été ouvert sur Netflix, Prime Video ou Disney+. En revanche, c'est juste là. Voilà, regardez, ça, je l'ai ouvert, les 100, puisque ça fait partie des séries que j'utilise notamment pour faire mes mesures de consommation, pour avoir toujours la même série. Marco Polo, pareil. Idem ici, on va retrouver les sujets, cette fois-ci, qui sont des sujets populaire. Cette fois-ci, on a Prime Video aussi qui propose Avatar, la voix de l'eau, mais directement aussi, on sait que ça va être un contenu qui peut m'être valable enfin qui en tout cas peut m'intéresser. Donc ça, c'est de la suggestion de contenu. Lorsque les contenus sont payants aussi, j'ai directement le prix en fonction, ça je pense que c'est en fonction du service qui le propose parce que j'ai pas tous les prix et pour le coup, je suis évidemment que Avatar ici, il va me demander de le louer, etc. Donc c'est quelque chose qui est payant, mais je n'ai pas le tarif. Là ici, j'ai les tarifs. Ensuite, vous le voyez, j'ai des thématiques et pour le coup, là, j'ai de quoi faire. C'est riche en options. Voilà, on peut défiler, on peut y aller. Donc, en plus, ici, on est sur la première partie qui est la partie pour vous. Mais évidemment, j'ai un deuxième niveau de navigation qui est cette fois-ci la navigation horizontale, les films, les séries, les applications. Et ensuite, on a ici Sony, puisque dans ce téléviseur, je le rappelle, on a le service Bravia-Core qui est intégré. Et Bravia-Core, c'est de la pompe à feu. C'est de la qualité d'image équivalente à du Blu-ray avec des contenus qui vont jusqu'à du 80 mégabits. Mais évidemment, il va falloir passer par la connexion Wi-Fi, qui est une connexion Wi-Fi AC. On n'est pas sur du Wi-Fi 6 et pas sur du Wi-Fi 6E. Ça reste un Wi-Fi 5 en 2.4 et en 5 GHz. Mais du coup, c'est ce Wi-Fi-là qui va vous permettre d'accéder à votre Bravia-Core parce que la prise Ethernet, c'est du 10-100, enfin c'est du 100 mégabits. Et donc, du coup, ça ne tiendra pas les 80 mégabits. En fait, il faut être un petit peu au-dessus pour avoir le maximum de qualité d'image sur Bravia-Core. Et du coup, il faut passer par le Wi-Fi. Et donc, il vous faudra avoir une bonne connexion Wi-Fi à la maison. Sachez qu'avec le X95L, vous avez 24 mois de service et 10 films inclus. Lorsque vous lancez le service Bravia-Core, il vous propose comme ça d'acheter votre contenu. Il y a des contenus qui sont gratuits. Et donc, vous utilisez un crédit à chaque fois pour l'achat de films. Voilà. Échanger contre un crédit, par exemple, ici. Le catalogue, très rapidement, je peux vous le montrer, il s'étoffe. Ce qui est amusant, c'est que Sony, lorsqu'ils ont lancé ce service, il y a peut-être maintenant 3 ou 4 ans,
ça a été lancé et en fait, ils ne savaient pas trop si ça continuerait d'être alimenté. Alors, il est alimenté par les studios Sony Pictures, hein, donc il y a du TriStar aussi dedans et du Columbia. Mais voilà, donc c'est alimenté par les studios Sony et donc on retrouve comme ça des films. Je ne vais pas le lancer parce que sinon je vais me prendre le strike et puis de toute façon, en fonction de ce qu'on lance, on peut même être complètement interdit de diffusion de la vidéo. Mais je peux vous assurer que la qualité de l'image, ça fait vraiment plaisir d'avoir un service de streaming de ce niveau de qualité. Si jamais vous êtes propriétaire d'un téléviseur Sony, réagissez, mais en tout cas, enfin exprimez-vous, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais en tout cas, si vous craquez pour un modèle, activez le Bravia-Core et n'hésitez pas évidemment à consommer vos tickets. Alors, après, il faudra vous en racheter, donc ça sera à voir. Mais gardez-les peut-être pour vos meilleurs titres, mais n'hésitez pas à consulter ce qui est proposé dans ce service Pure Stream. Là, il y a le streaming en illimité. Ce n'est pas encore un catalogue comme on va le retrouver évidemment chez Netflix, Disney+, etc. Mais on a cet avantage de la qualité de l'image qui est quand même très très intéressante. Avec, d'ailleurs, on l'a vu, l'IMAX qui est IMAX et DTS, puisque là, ce téléviseur, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, mais il est compatible DTS, Dolby Atmos, et il est compatible IMAX Enhanced aussi dans ses modes d'affichage, mais ça, c'est quelque chose maintenant qui est chez Sony depuis un petit moment. Et donc, pour activer la fonctionnalité Pure Stream, c'est ici que ça se passe. Et moi, vous voyez, il est activé. Donc, effectivement, j'ai eu un code de test, hein, tout simplement, pour profiter de ces fonctionnalités-là et tester le Bravia-Core. Je reviens sur la Home. Et tout simplement pour vous dire que oui, je suis déjà fan de cet environnement Google TV qui fonctionne bien, qui est plutôt, alors on en pensera ce qu'on veut, hein, oui d'accord, c'est un service Google, mais en même temps, moi je suis aussi utilisateur de smartphone Android. Et là où ça fait une très grosse différence, vous l'avez vu, on a déjà cette première barre de menu qui est personnalisable, hein, je vous en ai suffisamment déjà parlé, mais le plus intéressant revient à ce qui se passe ici dans les réglages de l'image et qui a vraiment mon coup de cœur parce qu'on a ici, alors on est ici en mode basique, mais on a ensuite ici directement les interactions qui sont possibles avec les menus, le choix du mode, cinéma, jeu, expert, etc. La possibilité de couper ou d'activer et surtout, en fonction, donc là c'était le capteur de luminosité ambiante, et surtout lorsque vous allez commencer à aller chercher des fonctionnalités comme la technologie de réduction de mouvement, etc., voilà, basse, haute, moyenne, eh bien vous avez directement l'impact, alors là j'ai pas de fil, mais vous allez avoir directement l'impact que cela a à l'image, et vous avez en plus des explications clair. Mais surtout, regardez ce qui se passe ici dans ce menu réglage de couleurs avancé qui propose, lui, 3 sous-menus, 3 options supplémentaires pour tous ceux qui souhaiteraient aller s'intéresser d'un petit peu plus près à la colorimétrie du téléviseur. Hein. Ceux qui souhaiteraient mettre un peu les mains dans le cambouis, vous avez là encore une fois pas mal d'options qui sont disponibles et surtout, elles sont encore une fois légendées, ces options. Voilà, vous allez vraiment pouvoir intervenir comme ça ici sur le réglage des températures selon 10 points. Vous allez pouvoir comme ça vous déplacer ou évidemment le réinitialiser. Donc voilà, donc si jamais vous faites quelque chose, vous dites « Ah là, j'ai peut-être fait une bêtise », eh bien vous pourrez naturellement revenir en arrière. Voilà, ça c'est quand même beaucoup d'options et c'est cette surcouche, moi, qui me plaît vraiment dans cette interface Google TV Powered by Sony. Bon, eh bien, c'est le moment de faire le bilan, hein, ces fameux points positifs, points négatifs, et grosso modo, vous l'aurez compris sans doute, un verdict un peu en demi-teinte. C'est-à-dire que, au travers de ce X95L, Sony livre un truc, lorsqu'on est dans des bonnes conditions, bien en face, etc., qui devrait plaire aux amateurs de la marque, au sens où le processeur qui est à l'intérieur livre une expertise dans le domaine du cinéma. On a un upscaling qui marche bien, on a une gestion de la fluidité qui est juste, qui est bonne, on a une perception des repères que l'on a, que ce soit, comme je le disais, sur les tons chers, la netteté, les décors, etc., sur ce que vous évoquent les objets dans l'image qui fonctionne. Il y a du piqué, c'est pas surpiqué, j'en parlais notamment dans le test du LG OLED G3, le fait que l'on soit sur une intensité lumineuse importante sur le G3 et qu'on ait en plus ce dynamisme et cette précision de l'OLED, eh bien ça va donner quelque chose qui semble plus piqué ici que sur le Sony sur bien des égards. Mais je pense que si jamais on commence à calibrer ce téléviseur, on va gommer les critiques que j'ai envie de mettre en avant, à savoir en tout cas que sur ce 75 pouces, la plateforme technique me semble inadaptée. Je pense qu'on est sur un téléviseur qui maîtrise mal ses mini LED et qui n'a pas assez de zones. Pas assez de zones et même sans doute pas assez de mini LED. Et en surcouche de tout cela,
On a le savoir-faire de Sony sur la partie cinéma qui est pénalisé par un processeur qui pénalise lui aussi tout le reste de l'expérience, qui est l'expérience gaming. Alors peut-être que vous ne vous sentirez pas concerné par cela, mais on est clairement en retrait. X95L, c'est un modèle haut de gamme sur du LCD mini LED, c'est un beau produit. Par ailleurs, vous avez les points positifs et les points négatifs évidemment qui sont affichés à côté de moi parce que c'est ce dont je suis en train de vous parler là. Mais on a encore de la fuite de lumière comme je peux le voir là. Donc un beau produit avec deux télécommandes, une télécommande rétro-éclairée, un superbe design avec des caches au dos qui permettent vraiment de tout masquer. Un produit qui respire le premium et qui est pénalisé par un truc qui effectivement est dépassé. MT, cette puce Mediatek, il est temps d'en changer. Et c'est dommage parce qu'en plus, là, Sony se donne les moyens d'aller directement concurrencer un Samsung qui est leader sur la technologie LCD, et maintenant ils commencent à grappiller des parts très sérieuses avec les QD OLED, mais en tout cas, ces des gars, ils sont leaders sur le marché depuis 17 ans, voilà, je crois qu'on en est à la 17e année consécutive, donc on est sur des tarifs qui sont en dessous d'un QN90C, comme je l'ai dit, avec un produit qui n'a rien à envier, qui va proposer du Dolby Vision, qui propose un système Android TV que je préfère, mais de loin à Tizen OS, même si Tizen OS propose plein de fonctions. Ils ont les box opérateurs qui sont directement intégrés, enfin les applications des box opérateurs, ce qui va vous permettre de vous passer d'un multiplayer, etc. Donc oui, il y a des avantages dans les deux camps, mais on avait un truc qui pouvait tellement bien marcher et qui pour moi est pénalisé par un processeur qui est trop daté maintenant pour 2023 et par un système de gestion de la luminosité qui est bien trop largement perfectible. Et pour couronner le tout, eh bien vous l'avez vu, c'est cette partie gaming qui là encore est un petit peu à la peine et c'est bien dommage. Voilà, vous savez tout sur mon bilan concernant eh bien, ce téléviseur Sony XR75 X95L. Ça a néanmoins été un vrai plaisir de tester ce produit, un beau et grand produit, vraiment j'insiste, mais encore une fois il va falloir faire un peu mieux. J'aurais été curieux de le tester dans des tailles un peu inférieures et pourquoi pas même voir si le 85 a quelque chose de différent. Bon, écoutez, voilà, vous avez mon point de vue. En tout cas, n'hésitez pas, réagissez dans l'espace commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ce produit aussi. Est-ce que vous êtes vous-même possesseur peut-être d'un téléviseur Sony de 2023 ou peut-être que, un peu comme moi, vous êtes quand même historiquement plutôt fan de cette marque et ce qui explique aussi ma frustration un petit peu grandissante. Réagissez dans l'espace commentaire ou réagissez également directement avec moi sur les réseaux sociaux. Vous les voyez, ils s'affichent juste là. J'espère reprendre un petit peu le pli parce que vraiment, à l'approche de l'été, le rythme de travail a quand même été très intense. Vous retrouvez donc néanmoins dans la description également le lien qui vous mènera vers le groupe de discussion Discord pour échanger avec nous et vous retrouverez aussi dans la description quelques liens d'affiliation qui vous permettront, si vous le souhaitez, d'acheter un produit que j'ai testé en passant par de l'affiliation. Alors c'est vrai que j'ai essentiellement des liens d'affiliation Fnac, je sais que vous êtes nombreux à aller chercher plutôt ailleurs puisque vous cherchez du tarif et que la Fnac n'est pas spécialement peut-être réputée pour proposer les meilleures offres. Alors peut-être que j'essaierai de trouver des solutions aussi pour vous proposer de l'affiliation sur d'autres services. Sachez que de toute façon, de manière globale, de manière générale, l'affiliation ne vous coûte pas plus cher à l'achat et ça me reverse tout simplement une petite participation, ce qui va me permettre tout simplement de pouvoir commencer à espérer peut-être vivre aussi de cette chaîne et du travail qui est fait. Et croyez-moi, le travail, c'est pas ce qui manque. Voilà. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, dites-le moi tout simplement dans les commentaires avec le petit pouce en l'air qui va bien. Vous avez le droit aussi de dire si ça vous a pas plu, mettre le petit pouce vers le bas, mais commentez également, dites-moi ce qu'elle a été le souci. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!